13h à Paris, 2 heures de plus à Yerevan, où Emmanuel Macron et Nicole Pachinian, on va voir tout de suite les images, viennent de sceller ce partenariat stratégique, image d'un rapprochement entre les Arméniens et les Français, les Européens, plutôt l'Arménie, ex-république soviétique, et l'Europe, donc, qui avance côte à côte, ensemble, l'Europe qui est le partenaire le plus naturel de l'Arménie et du Sud-Caucase. Voilà ce que redisait ce matin le chef de l'État français, reçu comme une star depuis dimanche soir par les Arméniens. On va s'intéresser évidemment à cette séquence, cette volonté de rapprochement et ses conséquences à entendre. Pourquoi ce timing aussi? Bonjour Gaël Minassian, merci d'être à mes côtés pendant cette demi-heure pour évidemment décrypter cette deuxième journée de visite d'Emmanuel Macron à l'Arménie et ce sommet européen. Vous êtes journaliste au Monde, enseignant à Sciences Po en relations internationales. Un mot d'abord peut-être de l'image qu'on va peut-être nous remontrer en plein pot. Ça s'est passé il y a quelques instants, juste en ce début d'après-midi. Cette poignée de main et donc cet accord, ce partenariat stratégique qui est officialisé. Ça fait 2 jours qu'on en parle aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire là tout de suite? Tout de suite, l'idée qu'on est en train de passer d'un modèle humanitaire et culturel dans les relations bilatérales France-Arménie à un modèle stratégique et économique. Et c'est ce changement de paradigme qui avait commencé quelque part à Prague en 2022, puis au moment de la panthéonisation de Missak Manouchian, et maintenant concrétisé par ce partenariat stratégique entre la France et la petite Arménie. Voilà ce que ça m'inspire, et ça veut dire qu'on ouvre une nouvelle page dans l'histoire bilatérale de ces 2 pays, de ces 2 nations, de ces 2 peuples. Et c'est aussi l'impression que, à travers ce changement de paradigme, on est en train aussi de montrer que la France et l'Arménie parlent d'égal à égal, à la fois en tant que partenaire stratégique, mais aussi en tant qu'État. Parce que jusqu'à maintenant, l'approche humanitaire et culturelle donnait l'impression qu'il y avait une relation un peu asymétrique. Un État souverain, une grande puissance, la France, et un État post-soviétique qui était encore un peu plus une république fédérée qu'un État indépendant. Qu'on continue de rappeler malgré tout, hein, parce que je faisais référence à l'ex-république soviétique. C'est normal. C'est quand même toujours bien présent dans les esprits. Hein. Alors, justement, c'est intéressant de se dire que le tournant dans la prise d'émancipation, quelque part, de la République d'Arménie, ce n'est pas uniquement 1991, au moment de la chute de l'URSS. C'est surtout 2018, la révolution de velours, qui a été un premier pas concret vers la sortie du post-soviétisme. Et ça, Moscou n'en veut pas. Moscou ne veut avoir que des voisins vassalisés, mais pas d'État souverain. Alors on me dit qu'Emmanuel Macron est en train de s'exprimer, de s'adresser à la foule. On va peut-être écouter tout de suite cette prise de parole du chef de l'État français qu'on va décrypter juste après. Et des promesses multiples. Je le disais, l'Arménie a fait le choix de la paix, qui est en même temps un choix de la prospérité. Elle a également consolidé sa démocratie malgré les épreuves. Enfin, l'Arménie se tourne résolument et courageusement vers l'Europe. Elle a toujours été membre de la famille européenne, mais les avancées sans précédent, les choix géopolitiques, ce courage de la paix ont en quelque sorte fait des 2 derniers jours une forme d'évidence, mais qui était totalement impossible à envisager il y a 8 ans. Avoir une réunion de la communauté politique européenne accueillie à Yerevan sous votre présidence et avoir le sommet Union européenne-Arménie que vous avez tenu ce matin. Ce qui est en jeu aujourd'hui est de construire une relation d'investissement à travers le plan de résilience et de croissance, à travers la stratégie de l'Union européenne dite Global Gateway, le développement de la connectivité, le renforcement de la coopération en matière de sécurité avec le déploiement de Frontex, qui était tant attendu, et la perspective de libéralisation des visas avec l'Union européenne, qui, par les transformations profondes qu'elle induit, concourt à la consolidation de l'état de droit et viendra rapprocher un peu plus encore nos peuples. Ce sont des étapes essentielles et importantes sur ce chemin que ces derniers jours ont permis de consolider. La relation bilatérale durant ces 8 dernières années, elle aussi, s'est renforcée ô combien. Et la diversité des accords que nous venons de signer le montre. Elle s'est consolidée à travers la solidarité en actes. Solidarité qui s'est manifestée, tout le monde s'en souvient, et nous le consacrerons tout à l'heure, en 1988 lors du tremblement de terre, mais qui en 2020 s'est manifestée par l'assistance aux populations ayant fui le Haut-Karabakh, avec une assistance humanitaire de 32 millions d'euros
Et je veux ici remercier la société civile, la communauté qui s'est ô combien mobilisée aux côtés du Quai d'Orsay et de l'ensemble des services compétents. C'est aussi le socle économique que nous avons densifié, qui ne cesse de s'étendre. Vous l'avez évoqué, l'accord signé pour moderniser les axes de connectivité en Arménie entre les autorités avec Vinci Construction et Raselbek est un accord qui lance aussi une phase d'étude pour le projet de construction du tunnel de Bargouchat sur l'axe nord-sud, qui était très attendu pour justement la réouverture et cette connectivité que vous avez présentée tout à l'heure. Nous sommes aussi fiers de participer à de nombreux projets dans le domaine de l'eau, secteur ô combien important pour votre pays, et de la distribution des eaux avec Veolia, la construction de réservoirs avec le barrage de Vedi, plus grand barrage bâti en Arménie depuis l'indépendance, en passant par la réhabilitation, la modernisation des systèmes d'irrigation. La France est présente dans beaucoup de grands projets, beaucoup de régions, et je veux saluer ici la contribution et le soutien de l'Agence française de développement. Celle-ci est aussi un partenaire essentiel en matière de développement durable, juste et inclusif, et nous sommes heureux qu'elle ait pu aussi consolider à travers plusieurs projets ce rôle. Ces dernières années ont aussi marqué une étape nouvelle, puisque pour la première fois, enfin, oserais-je dire, nous avons bâti un partenariat en matière de défense, que ce partenariat stratégique signé aujourd'hui vient consolider. Celui-ci est monté en puissance au cours des dernières années pour aider l'Arménie à moderniser ses forces armées, à conforter sa souveraineté, et cette relation de défense est un pilier maintenant de notre relation bilatérale. L'Agence de l'innovation de défense et le ministère arménien des hautes technologies viennent de signer un accord qui ouvrira de nouvelles pistes de coopération, en plus de ce que nous avons commencé à faire en matière de formation et de capacitaire. Puis notre partenariat repose aussi sur les liens innombrables tissés dans les secteurs de l'éducation, des sciences, de la culture, du patrimoine, de la jeunesse. En matière patrimoniale, je me réjouis en particulier des deux accords signés aujourd'hui, liant la Bibliothèque nationale de France avec d'une part le Musée d'art et de littérature d'Erevan et d'autre part le Maténa d'Aran, où nous étions ensemble ce matin. Je me dois aussi de mentionner l'Université française en Arménie, réalisation emblématique et établissement d'excellence, qui compte cette année 2300 étudiants inscrits de la licence au doctorat et plus de 3600 alumni déjà diplômés, qui vient pérenniser notre relation. Et puis ce partenariat stratégique que nous venons de conclure vient aussi fédérer l'action des collectivités territoriales et des organisations de la société civile, qui ont une place tout à fait singulière et qui font d'ailleurs la force de cette relation bilatérale. Les 5e assises de la coopération décentralisée se sont tenues à Goris, mais il y a une multitude à travers le fond, à travers les actions de nos communes, nos départements, nos régions, le soin mis par nos parlementaires, les associations compétentes. Nous avons un lien inédit et je veux ici vous dire que l'Arménie se trouve au 4e rang des pays bénéficiaires du soutien des collectivités territoriales françaises, ce qui, rapporté au nombre d'habitants, fait de vous de très loin le premier pays bénéficiaire par tête. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire en complément de ce que le Premier ministre avait parfaitement décrit, mais vous dire qu'au-delà de cette relation bilatérale, de cet ancrage européen, notre partenariat stratégique est aussi un soutien à vos efforts de paix durable dans le Caucase du Sud et aux dynamiques en cours dans la région. L'Arménie a fait le choix courageux de la paix avec l'Azerbaïdjan et nous sommes déterminés à vous accompagner. Je veux saluer ici aussi les développements positifs qui sont intervenus dans les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, avec des échanges commerciaux, des livraisons de produits énergétiques, des initiatives de la société civile qui viennent consolider cette paix et nourrir l'agenda que nous venons d'évoquer à l'instant à la conférence à laquelle nous étions, Monsieur le Ministre, à votre invitation pour le Yerevan Dialogue. En tout cas, Monsieur le Premier ministre, je tiens ici à vous redire notre gratitude, notre soutien et notre confiance dans le chemin que l'Arménie a pris et prend, et notre volonté, au-delà du texte signé aujourd'hui, d'aller encore plus loin et d'être le partenaire de référence de votre pays et de la région pour les années et les décennies qui viennent. Je vous remercie.
Voilà pour cette prise de parole en direct et conjointe de Nicole Pachignan et Emmanuel Macron, qui donc vient de rappeler, de détailler de façon un peu plus concrète comment ce rapprochement allait se matérialiser entre la France, mais surtout évidemment les Européens et l'Arménie. Il a commencé peut-être par rappeler l'aspect historique de la tenue d'un tel sommet aujourd'hui à Yerevan, inenvisageable il y a 8 ans, vient de dire le chef de l'État français. Effectivement, tout le monde s'attendait à ce que, par tradition, depuis la chute de l'Union soviétique, le pays le plus européen dans ses décisions dans la région du Caucase du Sud, c'était la Géorgie. Et il s'avère qu'aujourd'hui, le premier sommet européen et le premier sommet de la CPE dans la région a lieu à Erevan. Donc c'est imaginer tout le chemin parcouru par Erevan, mais aussi tout le chemin non parcouru par Tbilissi. Et c'est ça qui est assez fou. Vous savez, sans exagération, s'il n'y a pas la France, s'il n'y a pas la diplomatie française, s'il n'y a pas l'investissement du président Macron, je ne sais pas dans quel état serait l'Arménie aujourd'hui. C'est lui qui porte cette volonté de rapprochement plus que les autres. En 2022, à Prague, et depuis 2022, au sommet de la CPE, à Prague, il y a eu un tournant. En gros, la France a dit à l'Arménie, voilà, si vous voulez un soutien de la communauté internationale, de l'Union européenne, de la France, il va falloir reconnaître le droit international tel qu'il est, c'est-à-dire l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, y compris le Karabakh. Et le Premier ministre arménien a fait ce choix, a pris cette décision, qui en fait avait déjà été prise bien avant, mais qui n'avait jamais été rendue publique par les autorités arméniennes dès 1991. Mais là, il s'avère que c'est un véritable tournant parce que sans cet encouragement de la France, il n'y a pas de reconnaissance mutuelle des deux intégrités territoriales entre Erevan et Bakou. Il n'y a pas de déploiement de la mission d'observation de l'Union européenne, parce que si vous ne reconnaissez pas vos frontières, où vous allez placer vos observateurs. Et troisièmement, le plus important, la France et le président Macron ont calé diplomatiquement l'Arménie sur son siège pour lui donner les outils nécessaires pour se défendre à l'échelle des relations internationales en tant qu'État souverain. Et c'est ça le plus important qui a été accompli. Et depuis 2022, il y a eu un rapprochement net entre Erevan, donc l'Arménie, et l'Union européenne, qui s'est traduit notamment par l'idée de respect de la norme. À partir du moment où vous reconnaissez vos voisins dans leur intégrité territoriale, vous respectez la norme et donc l'Union européenne qui est la puissance normative. On va l'écouter de nouveau, le chef de l'État, parce que, pardonnez-moi, mais il est en train de répondre à la question des journalistes, nos confrères qui sont sur place et qui l'accompagnent. Et c'est souvent l'essentiel à retenir à l'issue de ces conférences de presse. On va écouter de nouveau Emmanuel Macron. Qui ont touché les Émirats arabes unis et au retour de la liberté de navigation. Et donc, pour moi, la seule option possible, c'est la réouverture du détroit d'Ormuz, la libre circulation de l'ensemble des porte-conteneurs, tankers, etc. et l'absence de tout péage ou de toute mesure de contrainte. À cet égard, je pense que toute escalade, frappe unilatérale à l'égard de tankers, de porte-conteneurs ou à l'égard de pays tiers est une erreur qui nourrit, est une faute qui nourrit la guerre et conduit à l'escalade. Ce sont en substance les messages que je passerai et la position que la France continue de défendre. Հաջորդ հարցը հայկական կողմից, question suivante de la partie arménie. Հանրային հեռուստաընկերություն. Bon, voilà, parenthèse faite par la presse qui s'intéresse évidemment à ce qui est en train de se passer dans le détroit d'Ormuz avec ce bras de fer entre les Iraniens et les Américains. Ce sera la séquence d'après, Pitex 7 et le Pentagone qui, là aussi, doivent s'exprimer. Donc tout le monde veut avoir des réactions et notamment celle du chef de l'État. On va revenir au dossier arménien, peut-être aller prendre le pouls à Yerevan, retrouver Taline Ounjian. Taline, vous êtes à nos côtés et vous suivez pour nous au plus près donc cette séquence, ce partenariat stratégique qui vient donc d'être signé. Comment est-ce que c'est vécu tout ça sur place par les Arméniens? C'est vrai qu'on parle beaucoup, on entend beaucoup parler de paix. C'était le cas encore il y a quelques instants dans les mots du président français. La paix par ici, la paix par là. Comment c'est vécu par les populations? Est-ce qu'on est prêt à la paix aujourd'hui?
Ce qui est certain, c'est que la population, en tout cas du point de vue arménien, elle est quand même grandement rassurée. Il y a une espèce de respiration qui a été possible ces derniers mois, notamment depuis la signature à Washington d'un accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui fait qu'il y a eu un réel apaisement des tensions militaires entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il faut se rappeler que l'Arménie, depuis 2020, elle a enchaîné les conflits entre 2020, puis 2022, 2023 avec l'Azerbaïdjan, et que ça a laissé de grandes séquelles sociétales en Arménie. Donc, il y a cet espoir de la possibilité d'un chemin vers la paix. Tout ce qui s'est dit ces derniers jours avec les dirigeants européens qui se sont rendus à Yerevan et le président Macron était très axé autour d'enjeux de connectivité et donc de potentielle réouverture des frontières. Donc, il y a une espèce d'espoir ici que ce qu'il y a comme avantage économique potentiel avec ces réouvertures de frontières pourrait amener à un apaisement. Le président Ilham Aliyev, pour la partie azerbaïdjanaise, hier le disait lors du sommet de la CPE, que les deux parties tirent bénéfice de ce climat de paix. Mais je rappelle qu'il n'y a aucun traité de paix qui a été signé à aucun moment, et que ça reste donc une paix très fragile. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un traité de paix, l'une des conditions de Bakou encore aujourd'hui, c'est que l'Arménie modifie sa constitution. Et ça, c'est un procédé qui se fait par référendum. Ça a très peu de chances d'arriver. Donc, tant qu'il n'y a pas un vrai traité de paix solide qui sera signé, il suffit d'un embrasement qui peut être activé de plein de manières différentes pour qu'il y ait un nouveau regain de tension. Et après, il y a tout ce qui se joue sur la partie des populations civiles, parce que tous ces cheminements vers la paix, vers les reconnaissances des souverainetés territoriales respectives, ça se joue au niveau des États, et c'est évidemment une grande avancée. Mais après, est-ce que les populations sont prêtes à faire la paix? Je rappelle que l'Arménie a accueilli des dizaines de milliers de réfugiés du Haut-Karabakh qui n'ont pas oublié, qui sont encore traumatisés parce qu'ils ont pu vivre, de devoir quitter de cet exil forcé. Et on est en fait dans une situation où les dernières générations qui ont connu la coexistence entre Arméniens et Azerbaïdjanais du temps de l'Union soviétique, c'est des personnes très âgées, et que les nouvelles générations, elles n'ont que grandi dans un climat de guerre. Et il n'y a aucune, si ce n'est quelques missions civiles envoyées entre Yerevan et Bakou, il n'y a pas de vrai programme au dialogue entre les peuples, et c'est difficile d'imaginer une paix durable tant que ça ne se joue pas aussi au niveau des populations. Dans les écoles azerbaïdjanaises, on rencontre encore des traces d'arménophobie qui sont institutionnalisées. Au Karabakh, il y a un effacement culturel de tous les monuments arméniens sur place. Donc ça reste une paix peut-être au niveau d'un point de vue, si on prend un peu de recul, ça peut donner cette impression-là, mais sur le terrain, c'est plus délicat que ça. Merci beaucoup, Taline, en direct donc de Yerevan. Un mot peut-être de cet appel donc lancé par les Européens aujourd'hui. On le voyait à l'instant. L'Union européenne appelle les entreprises aujourd'hui à investir en Arménie. Est-ce qu'il faut s'attendre à un bouleversement là, par la suite à ce sommet? Un bouleversement, peut-être pas, mais je veux dire un changement, sûrement, mais dans les années qui viennent. Et d'ailleurs, le taux de croissance de l'Arménie est assez élevé depuis quelques années. D'après les indications que j'ai en possession, je veux dire, on va vers une consolidation de la transformation d'une économie de guerre en économie de marché classique, avec, espérons-le, cette transparence qui caractérise tous les pays, je dirais, qui fonctionnent sur l'économie libérale et l'état de droit. On peut se parler du timing. Cette Oui. venue d'Emmanuel Macron et ce sommet ne sont pas organisés à n'importe quel moment. Il y a des élections législatives qui se profilent. Ce sera le 7 juin prochain, dans un mois à peine. C'est un peu ce que dit votre correspondante sur place, c'est que la paix est fragile, rien n'est encore signé. L'enjeu électoral du 7 juin, c'est en fait, si Pachinian l'emporte aux 2/3, il y a une perspective de paix réelle, durable, juste et inclusive. S'il n'emporte pas les élections aux 2/3 des voix, il y a un risque de ne pas pouvoir changer la Constitution et donc de ratifier un traité de paix signé avec l'Azerbaïdjan. Donc la Russie et ses proxys sur place vont essayer de faire en sorte de se dire, bon ok, on sait qu'on va pas vraiment gagner,
mais on va faire en sorte que Nicole Pachinian n'obtienne pas les 2 tiers. Je crois qu'il y a une grosse campagne de désinformation qui a été engagée ces derniers mois. Terrible. Mais comme en Géorgie, comme en Moldavie, comme ailleurs, je veux dire, les électeurs aujourd'hui sont bien plus, je dirais, formés, bien mieux informés pour éviter tous les pièges tendus par la Russie et par ses proxys, qui ont tout intérêt à casser cet édifice qui est en cours de construction pour justement imposer un autre narratif. Et c'est ça aujourd'hui, on en parle partout, en France, ailleurs, la bataille des narratifs. Là-bas, c'est pareil, il y a une bataille de narratifs. Dans le détroit d'Ormuz aussi. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, vous remarquerez, c'était aussi sous-tendu, le sommet de la CPE, le sommet de l'UE, a lieu à Erevan. La communauté politique européenne qui a eu lieu hier. A lieu entre 2 guerres, l'Ukraine au nord et l'Iran au sud. Et dans ces 2 guerres, des protagonistes sont partie prenante de l'évolution du Caucase du Sud. Donc ce sommet de la CPE et de l'Union européenne et ce partenariat stratégique signé entre la France et l'Arménie sont d'une importance, je ne veux pas dire vitale, mais fondamentale pour la stabilisation de la région, pour la paix de la région et pour l'avenir de cette région qui doit retrouver son statut de carrefour ouvert sur le monde et pas de cul-de-sac de la Russie qui voudrait imposer son système 3+3, c'est-à-dire Russie, Turquie, Iran et les 3 pays du Caucase, pour en faire un espace où les Occidentaux ne pourraient pas venir et participer, pénétrer, développer. Et c'est ça l'enjeu aussi, c'est de montrer qu'il n'y a plus de zone d'influence. Et quelque part, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui fait le lien entre l'Ukraine et l'Arménie, ou entre l'Ukraine et le Caucase ? Tout simplement que pour les Occidentaux, il ne faut pas que la Russie fasse empire. Ça, c'est fondamental. Et le meilleur moyen pour empêcher la Russie de faire empire, c'est à nous Occidentaux, à nous Européens, à nous Français, de pénétrer le maximum de territoire en termes d'investissement, en termes d'engagement, pour transformer cette périphérie en état de droit. La Russie dit... Ça, c'est une nouvelle stratégie qui est engagée notamment par le chef de l'État français. Exactement. Derrière vous, hein. Depuis, on sent une volonté de mettre les bouchées doubles à ce niveau-là. Depuis la crise ukrainienne qui date de 2013-2014, mais surtout 2022. Mais c'est un des moyens d'empêcher la Russie de retrouver son statut de puissance prédatrice, qu'elle l'est déjà. Mais si vous voulez, qu'est-ce qu'apporte l'Union européenne à l'Arménie, puisqu'on est sur ce focus-là actuellement ? Eh bien, non pas cette garantie, mais cette puissance de stabilisation, cette visibilité, cette reconnaissance et une voie, un horizon. Mais qu'est-ce qu'apporte l'Arménie à l'Union européenne ? Eh bien, c'est de montrer, alors que ce pays était l'un des plus russophiles, de montrer pour les Européens qu'en détachant un petit peu l'Arménie de la Russie, voire même pas mal, eh bien, on donne une profondeur stratégique à l'Union européenne et on donne toute sa légitimité au projet européen de transformer l'Union européenne en puissance normative vers une puissance stratégique. Et c'est ça aussi. Je veux dire, tout ce que les Européens peuvent prendre, c'est-à-dire Caucase, Ukraine, Asie centrale, en termes d'influence, eh bien, c'est tant mieux pour, la démocratie et tant mieux pour les libertés et la souveraineté de ces États. Et pour réchauffer les liens, on n'hésite pas évidemment à user de symboles. Je crois qu'il y avait une étape ce matin au mémorial arménien. Et puis il y a évidemment cette séquence-là que tout le monde nous montre aujourd'hui sur les écrans. Emmanuel Macron qui pousse la chansonnette. C'était hier soir au cours d'un dîner d'État. Alors ça s'est passé après la séquence officielle. Cette vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Emmanuel Macron qui chante la bohème d'Aznavour, franco-arménien. Nicole Pachinian qu'on aperçoit derrière la batterie. Ça c'est quand même assez inédit en matière d'image, de communication. Là, on est dans quel registre ? Là, on est dans le registre, je dirais, de l'amitié sincère entre deux hommes, ou la confiance sincère entre deux hommes. On sait qu'ils s'aiment beaucoup, Emmanuel Macron et Nicole Pachinian. Quelque part, encore une fois, j'insiste sur ce point, Nicole Pachinian doit beaucoup à Emmanuel Macron. C'est évident, il l'a vraiment sorti de la nasse. Et c'est pour aussi montrer que le président, j'imagine, je ne suis pas dans sa tête, mais que le président Macron est à l'aise dans ce pays et qu'il est chez lui, en fait. Voilà.
C'est un peu cette idée. Voilà. Je suis chez moi. Et que les liens entre la France et l'Arménie sont quand même... Enfin là, il utilise le symbole d'Aznavour, Oui, mais c'est ce que je vous ai dit au départ. Qui mieux que ça? Voilà, c'est au départ les liens culturels, les liens historiques entre ces deux nations prennent un nouvel élan avec, je vous dis, depuis quelques années, mais surtout avec ce sommet et ce partenariat stratégique. Parce que c'est pas rien pour la France d'utiliser le mot stratégique dans un accord. Généralement, on parle d'accord d'amitié. Et entre les lignes, on a la stratégie. Mais là, c'est carrément partenariat stratégique qui consiste à faire quoi, en fait? À transformer la petite Arménie en véritable État souverain. C'est pour ça qu'on parle de connectivité, on parle de grands chantiers, on parle en fait d'investissements français et européens dans l'ensemble des corps d'activité et du corps social, parce que c'est le plus important. Et là-dessus, l'idée des Européens et des Français, on va dire aussi des Occidentaux, c'est de transformer toutes ces républiques ex-soviétiques en États souverains forts. Ce que ne veut pas, encore une fois, la Russie. La Russie veut des régimes dociles, mais pas d'États souverains. La Russie dont on scrute les réactions, mais qui ne commente pas, en tout cas pour le moment officiellement. Merci beaucoup, Gates Manessian, d'avoir été avec nous pendant sur cette demi-heure. Et merci à Taline Ounjuan qui était à nos côtés également depuis Yerevan. Taline qui nous fait vivre depuis hier, évidemment, cette séquence européenne et franco-arménienne. Restez avec nous, on marque